est bien plus qu'une simple pluie. Ceci est un cadeau de la nature. Un bien précieux, indispensable à la vie. C'est ici, au cœur de notre terre, que jaillit la vie. Yilma est une eau pure, pleine des qualités nutritionnelles dont le corps a besoin. Les bienfaits de la nature sont entre vos mains. Yilma. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Les urgences traumatologiques, un service qui fonctionne 24 heures sur 24 dans les hôpitaux au rythme de la sirène des ambulances. Le taux d'accident va croissant et les blessés arrivent dans tous les états possibles avec des cas graves, très graves et même des comateux. Les médecins chargés d'accueillir et de prendre en charge ces accidentés sont des chirurgiens orthopédistes traumatologues. L'orthopédie traumatologie est la spécialité chirurgicale qui prend en charge les maladies et traumatismes des os, des articulations, des muscles, des tendons, des membres de la colonne vertébrale. Le domaine d'activité se subdivise en deux sous-spécialités, à savoir l'orthopédie qui concerne les déformations, malformations, infections, tumeurs et maladies dégénératives de l'appareil locomoteur. Et vient alors la traumatologie de l'appareil locomoteur qui s'occupe des blessés des 4 membres et de la colonne vertébrale. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur le cas des accidentés relevant de cette spécialité. Et pour cela, nous allons essayer de découvrir comment est organisée la prise en charge dans les urgences de nos hôpitaux, quels sont les plateaux techniques disponibles. Et pour en parler, Santé Magre Soir pour vous ce soir, professeur André Daniel Sané. Il est chirurgien orthopédiste à l'hôpital national d'Al Djam à Dakar au Sénégal. Avec nous également ce soir, professeur Songaïr Christophe Da, il est chirurgien orthopédiste au CHU Yalgado Ouedraogo. Et puis, professeur Patrick Wenpouire Ahmed d'Akouré. Il est également chirurgien orthopédiste au CHU Souro Sano de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Participez à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Professeur, dans quelle offre de soins dispensent les chirurgiens orthopédistes traumatologues? Merci d'abord de nous permettre de parler de notre activité et du travail que nous faisons tous les jours. Et quelle offre de soins nous proposons aux traumatisés, aux blessés. D'abord, c'est une prise en charge de leurs lésions, et si possible que les moyens nous permettent. Prise en charge donc des lésions qui sont diverses et surtout des fractures ouvertes des jambes, des membres. Et prise en charge de ces blessés de la route, prise en charge des blessés qui nous viennent parfois pour des événements inhabituels et qui nous arrivent de façon massive. Voilà. Quel est l'état des lieux des accidentés au Sénégal, professeur Sané? Merci, Madame Dao. Je remercie mes collègues de me permettre de venir à cette émission. Au Sénégal, qui est une vieille école de médecine et également une vieille école d'orthopédie, je tiens à cet effet à vous dire que, par exemple, la formation, la spécialisation des médecins en orthotraumatologie a commencé dès 1999, elle a pratiquement près de 20 ans. Et elle a formé beaucoup d'chirurgiens orthopédistes, tant dans la sous-région que dans des médecins du Maghreb, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, et même au niveau de Madagascar et de Djibouti. Donc au Sénégal, on a 4 écoles de médecine
publiques dans 4 régions, dont la célèbre école de médecine de Dakar qui vient de fêter ses 100 ans, hein, et avec comme parrain le président Félix Houphouët-Boigny. Mais également, dans la capitale de Dakar, nous avons 5 écoles de médecine. Donc, ce qui fait que cela a permis d'avoir suffisamment d'hôpitaux dans la capitale. Et également, dans chaque capitale régionale, nous avons des hôpitaux régionaux. Mais malheureusement, nous n'avons pas toujours une orthopédiste dans toutes les régions. On en a un certain nombre, mais nous n'avons pas encore atteint la totalité des régions. À Dakar même, nous avons 6 à 7 hôpitaux. Vous voyez cet déséquilibre-là, alors que dans certaines régions, il y a une hôpital régional, mais il n'y a pas d'orthopédiste. Donc on est en train de se battre avec la formation pour arriver à combler ce gap. Professeur, quelle est la situation des accidents, de l'état des lieux au CHU Yalgado et Draogo? Comment se présente le tableau? Le tableau n'est pas reluisant, et c'est quand vous allez aux urgences traumatologiques qui en fait ces urgences reçoivent, on reçoit en même temps les urgences neurochirurgicales, donc les traumas crâniens et les blessés des membres. Avec une capacité de 17 lits, et nous avons donc permanemment des patients graves qui sont à même le sol. Donc vous avez 17 lits au niveau des urgences. Au niveau des blocs, on a trois salles d'opération, dont une pour dédiée aux urgences. La neurochirurgie a une salle d'intervention, dont une dédiée aux urgences. Ces salles dédiées aux urgences ne sont pas complètement équipées. Ce qui est particulier au niveau de notre service, c'est que vous avez les urgences en bas, 17 lits, et le service se trouve à l'étage. À 100 mètres, il faut faire 100 mètres avec le blessé, monter 24 escaliers pour pouvoir installer 24 marches pour pouvoir hospitaliser ces blessés. Ça devient difficile. Voilà. Très difficile. Est-ce que le scénario est-il le même à Bobo Dioulasso, au CHU Sorosano, professeur Dakouré? Merci. Merci de nous accueillir sur ce plateau. Le scénario globalement est identique, mais avec la particularité que nous avons peut-être moins de ressources. Parce que quand on prend la capacité d'accueil, nous sommes complètement submergés parce que nous couvrons quasiment toute la région ouest du Burkina. Et sans oublier que les régions frontalières nous transfèrent leurs patients, ou bien les malades viennent spontanément d'eux-mêmes des régions frontalières. En termes de capacité d'accueil, pour vous donner un exemple, nous avons 30 lits d'hospitalisation adultes, et aux urgences, nous n'avons que 5 lits. Donc nous sommes obligés d'être très actifs aux urgences pour absorber la demande, pour pouvoir agir rapidement afin qu'il n'y ait pas de surcharge dans le service. En termes de nombre de patients admis, nous avons 20 à 25 patients en moyenne, sans oublier que nous sommes un peu dans un carrefour en termes d'échanges économiques. Donc nous avons régulièrement des accidents avec des afflux massifs de patients, ce qui explique qu'on est régulièrement submergé par les accidentés de la route notamment. Mais globalement, en termes de type, de catégorie de blessés, nous avons à peu près le même tableau qu'à Yalgado. Professeur Sané, est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents au Sénégal? Y a-t-il beaucoup d'accidentés? Et s'il y en a, quel type? Merci, madame. En fait, au Sénégal, nous avons toutes les sortes d'accidents, et la priorité est mise aux accidents de trafic routier. Actuellement, avec la mise en place de notre route à péage, où les gens vont couler à vitesse élevée, également, cela peut augmenter également le nombre et la gravité des accidents. Mais il faut faire la différence entre les accidentés des régions et ceux de la capitale. On a la possibilité à la capitale, avec la mise en place du SAMU, d'avoir l'état des lieux et de pouvoir mieux diligenter et déposer les patients. Ce qui n'est pas le cas des régions qui, des fois même, depuis des manques de moyens, sont obligés de sous-transférer sur Dakar leurs traumatisés. Professeur Dakouré, au CHU Sorosano, quels sont les types d'accidentés que vous recevez le plus dans votre structure, le plus régulièrement? Oui, merci. Nous recevons tout type de traumatisés, comme le professeur Sané l'a dit tout à l'heure. Nous avons en Afrique à peu près... Qu'est-ce qui est fréquent dans la zone? Nous avons en majorité 85% des traumatisés de la route. Mais la particularité de Bobo, c'est qu'elle est un peu dans une zone aurifère.
Et nous recevons énormément de patients qui sont blessés dans l'exploitation traditionnelle, je dirais, artisanale des sites miniers. Donc il y a des lésions typiques, caractéristiques des traumatismes du rachis, des lésions de la main par l'utilisation d'explosifs de façon hasardeuse. Et ça, ce sont des lésions que, d'ailleurs, qui ont fait l'objet de travaux de recherche particuliers à Bobo. En plus de cela, nous avons les accidents domestiques et les autres accidents de la vie courante. Et donc voilà, c'est que 85% des accidentés de la route que nous recevons sont des conducteurs d'engins à 2 roues. Et depuis 2-3 ans, on a l'émergence d'une pathologie traumatique de la route particulière, c'est celle liée à l'utilisation des tricycles. Il y a des lésions particulières et malheureusement beaucoup de décès liés à l'utilisation de ces engins qui sont instables sur la route et qui se renversent, voilà, les tricycles, qui se renversent régulièrement avec des décès sur les lieux de l'accident ou à l'hôpital. Professeur Da, et à Yalgado, quels sont les types d'accidents que vous recevez le plus souvent? À Yalgado, c'est effectivement la même situation qu'à Bobo. Ce sont les accidentés des 2 roues, et des tricycles. Et la particularité du Burkina Faso, c'est que, et puis des traumas crâniens graves, c'est que il n'y a pas de port de les usagers de la route ne portent pas les casques. Et donc ils arrivent avec traumas crâniens dans le coma et très souvent, comme la mortalité est plus élevée dans ces situations où ces patients arrivent dans un état grave. Et voilà. Donc, traumatisé du crânien, du rachis, pas beaucoup, enfin suffisamment, mais surtout des membres où très souvent, comme il a dit, les tricycles, quand ils font un accident, très souvent, vous avez des écrasements de membres qui font que parfois, nous sommes obligés de sacrifier le membre pour sauver la vie du patient. Au CHU Souro Sano de Bobo-Dioulasso, une de nos équipes y est allée à plusieurs reprises dans le cadre de l'émission Feu rouge, feu vert sur la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation. Le service d'orthopédie traumatologique reçoit des patients de tout l'ouest du Burkina et même des pays voisins que sont le Mali et la Côte d'Ivoire. Des précisions avec Viviane Tiendrebureau. Chaque jour, 20 à 25 patients atterrissent au service d'orthopédie traumatologique du CHU Souro Sano. Ces chiffres ne prennent pas en compte les accidents graves qui surviennent de temps à autre dans le Grand Ouest avec leur cortège de blessés. Dans cette structure de référence pour environ 6 millions d'habitants, 6 spécialistes, 5 Burkinabés et une Cubaine s'occupent à plein temps de tous ceux qui franchissent ces portes, presque toujours en urgence. En plus des patients qui arrivent pour des fractures, des écrasements de membres, des blessures de la colonne vertébrale, il y a ceux qu'on amène pour des traumatismes crâniens. Dans 65% des cas, les décès que nous constatons chez les blessés de la route que nous recevons à l'hôpital, le décès survient chez ceux qui ont des traumatismes crâniens. Et donc, c'est la première cause de décès des accidentés de la route reçus à l'hôpital. Maintenant, en dehors des membres, il y a la colonne vertébrale qui est très gravement touchée dans les cas que nous recevons. C'est des gens qui arrivent souvent paralysés. Et ces cas-là, quand c'est des paralysies complètes, ça veut dire que la moelle vertébrale est sectionnée. Et si la moelle est sectionnée, on ne peut rien faire du tout. Quel que soit le pays où on est, une moelle sectionnée ne sera jamais récupérée. Donc, c'est des paraplégiques ou des tétraplégiques, c'est des gens qui seront complètement dépendants de leur entourage s'ils ne meurent pas dans les jours, les mois qui suivent de complications de cette paralysie-là. Au centre hospitalier universitaire Souro Sano, les conditions de prise en charge médicale se sont améliorées avec l'acquisition il y a peu de cet appareil, un amplificateur de triangle qui permet d'effectuer des radiographies en cours d'intervention chirurgicale. Mais de l'avis des praticiens, la situation serait meilleure si le service disposait de tables spécialisées et de moteurs d'appareils pour les interventions. Mais quelle que soit la situation,
Les soins ont un coût qui n'a pas changé depuis le passage de notre équipe. Le kit s'appelle 25 000 francs. Le forfait d'hospitalisation, c'est 11 000 francs. Donc, en termes de coût pour sa prise en charge médicale en urgence, on peut calculer 25 000 plus 11 000 francs, 36 000 francs. Ça, c'est ce qui a dû être payé en urgence pour sa prise en charge. Mais avant qu'on ne l'admette au bloc pour la réduction de sa luxation, il fallait payer les frais de consultation, c'est 2 000 francs. Pour faire une radiographie, pour poser le diagnostic, c'est 8 750 francs minimum, plus le bilan préopératoire basique, je pense qu'il y a un forfait de 6 000 francs. Voilà. Donc en tout cas, je pense qu'en urgence, 50 000 francs à peu près. Mais n'oubliez pas qu'après ça, il faut quotidiennement des soins. À cela, il faut ajouter le prix des vis et clous nécessaires dans certains cas au maintien des os en vue de la consolidation. Des prix qui font que les factures de la prise en charge montent très vite, laissant sur le carreau beaucoup de ceux qui n'ont pas une assurance maladie. En tout cas, ça vaut presque 800 000, sinon plus, je crois bien. Aujourd'hui, si on va évaluer ce qu'on a eu à payer, qui est chiffré avec des ordonnances, on est à presque 2 millions, 1 million et quelques. Et il y a des produits que les gens sont venus nous donner. Et là, on n'a pas payé. C'est les gens, c'est les dons. Et il n'y a pas de reçu. Si on va tout évaluer, on est au-delà de 2 millions. La prise en charge des blessés ne se limite pas au service d'orthopédie traumatologique. Pour ceux qui passent ce cap, une autre étape reste à franchir. Il s'agit de la rééducation et pour le malade, ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Professeur Sané, comment se présente l'offre de soins au Sénégal? Est-ce que le plateau technique répond aux normes internationales? Est-ce que les coûts sont accessibles? Merci, madame. À cet effet, en fait, il faut faire la différence entre toujours la capitale et les régions. Mais globalement, je pense que le plateau technique au Sénégal, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan du personnel qualifié, vraiment, ce plateau technique répond à des normes. Nous arrivons à faire des interventions qui ne se faisaient pas en Afrique, qui nécessitaient des évacuations dans les pays mieux nantis. Toutes ces interventions maintenant sont possibles au Sénégal. Et maintenant, par rapport au coût, parce que cette santé a un coût, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et en général, nos pays, on est grévé par un problème. On a un secteur informel qui est important. Donc, qui dit secteur informel, dit absence de cotisation. Donc, en général, c'est ceux qui travaillent dans le secteur formel qui vont cotiser, qui vont avoir des assurances et qui vont pouvoir prendre en charge les accidents, qui est un événement imprévu. Personne ne peut savoir quand est-ce que ça peut arriver. Et à cet effet, il y a eu la mise en place du fonds de garantie automobile au Sénégal, qui permet de prendre en charge des accidentés avec le cas où le chauffeur responsable n'a pas d'assurance ou bien s'il a pris la fuite. Donc ce fonds de garantie, il prend en charge entièrement ses patients sous couvert d'un constat établi et ces fonds viennent des assurances, du collectif des assurances, viennent également de l'État et qui permet de prendre en charge surtout les accidents, accidents de circulation ou de trafic routier. Lorsqu'on fait un accident, on se retrouve souvent à l'hôpital et plus précisément au service des urgences traumatologiques. À ce niveau, la prise en charge commence par l'accueil avec un examen sommaire. Cet examen est le plus souvent joint aux premiers soins qui ne sont pas systématiques du fait de la non-disponibilité des médicaments sur place. Découvrons les étapes dans la prise en charge des victimes d'accidents au service des urgences traumatologiques du CHU Yalgado Ouédraogo dans ce reportage signé Diloma Ismaël Sirima. Dès l'entrée d'un patient au service des urgences traumatologiques du CHU Yalgado Ouédraogo, il est normalement accueilli par un chirurgien et un médecin anesthésiste. Après cet accueil, il s'ensuit un examen clinique sommaire. Si le patient n'est pas dans une situation d'extrême urgence, il doit être conduit dans une chambre afin d'identifier correctement son mal. À l'issue de l'examen clinique, nous prescrivons ce que nous appelons des examens complémentaires. Ça peut être une radiographie, ça peut être un scanner, ça peut être une échographie, ça peut être un examen de sang en fonction des éléments que nous avons retrouvés à l'examen clinique.
Cela débouche normalement sur un diagnostic précis afin de diriger le patient vers le service dans lequel il sera le mieux pris en charge. Par exemple, si le patient a une lésion au niveau du crâne, il est orienté dans le service de neurochirurgie. Si c'est au niveau de l'œil, par exemple, le patient est orienté dans le service d'ophtalmologie. Cependant, il y a certains cas où on doit prendre directement en charge le patient au niveau du service des urgences. Et cela ne se passe pas sans encombre. Nous ne disposons pas sur place de matériel permettant de poser les tout premiers gestes. Nous disposons à proximité du service de ce qu'on appelle des kits. C'est un certain nombre de consommables qu'on met dans un carton pour réaliser les premiers gestes d'urgence. L'acquisition du kit en question est à la charge du patient. Mais si dans l'immédiat, il ne peut s'en procurer, les médecins mettent en marche des mesures dérogatoires. Mais une fois qu'on constate qu'il n'a pas les moyens de payer pour avoir le kit, nous entamons une démarche qui nous permet d'avoir le kit gratuitement pour lever l'urgence et dans un second temps maintenant, le patient sera amené à aller payer. Mais selon les médecins qui interviennent au service des urgences de Yalgado et Draogo, ce kit ne contient pas tout ce dont ils ont besoin pour soulager les patients. Des difficultés dans la prise en charge aux urgences traumatologiques, il en existe beaucoup selon les témoignages des patients. Des difficultés qui se résument toujours selon eux, entre autres au manque de personnel soignant, à la faible capacité d'accueil du bâtiment. À cela aussi s'ajoute le manque d'équipement pour les différents examens. Ismaël Diloma, Sirima. Difficile de se frayer un chemin dans ces lieux. Nous sommes au service des urgences traumatologiques de l'hôpital Yalgado et Draogo. Accompagnants, patients et médecins se plaignent de l'exiguïté des lieux. L'inadaptation du local pour abriter un service des urgences est associée au manque de chambres d'hospitalisation, ce qui amène la majorité des patients à se retrouver par terre pour recevoir leurs soins. Et vous convenez avec moi que dans ces conditions, il est extrêmement difficile pour les agents de santé de prodiguer des soins de qualité à des patients qui sont hospitalisés à même le sol. Et cette situation aussi favorise un certain nombre de complications, notamment les infections, parce que le cadre n'est pas adapté, le patient est hospitalisé à même le sol. Et pendant que les patients qui arrivent à ces lieux souffrent le martyre, les médecins se retrouvent parfois obligés de leur demander de faire d'autres efforts physiques. Les patients doivent faire des examens complémentaires et au niveau de l'hôpital Yalgado, il y a des pannes de certains appareils qui nous obligent à demander aux patients d'aller réaliser ces examens en ville et de revenir pour leur prise en charge. Et pour des patients traumatisés, il n'est pas toujours aisé qu'ils se déplacent dans la ville de Ouagadougou pour réaliser les examens et venir. Et non seulement ce n'est pas aisé pour eux, et cela aussi contribue à allonger le délai de prise en charge des patients. C'est le cas de cette dame qui n'a pas pu retenir ses larmes en nous racontant son calvaire. Cela renforce également les déplacements des malades hors de l'hôpital pour pouvoir faire les soins extérieurs, tels que les radios. Le minimum n'existe pas. Il n'y a même pas de radio. Il faut se déplacer pour tout faire à l'extérieur. Si on pouvait gagner que ce minimum puisse exister pour faciliter le déplacement des malades, surtout ceux qui ont les fractures et autres, ça serait intéressant. En attendant de résoudre le problème de panne des appareils, des patients indiquent également que le personnel affecté au service des urgences est largement insuffisant. Compte tenu du nombre de malades, je pense que c'est un manque de personnel. Un manque de personnel et ça cause un peu énormément souvent. Tantôt il y en a qui pleurent à gauche, à droite, qui veulent des soins pendant que... Voilà. Donc on va demander vraiment à ce qu'on améliore pour que la prise en charge soit vraiment effective et en temps voulu. Pour la question de la prise en charge concrète au niveau des urgences, la plupart des patients que nous avons interrogés estiment que sans argent, on risque le pire. Si tu n'as pas quelque chose de plus de peut-être 400 à 500 000 francs, tu ne peux pas t'en sortir. Et si tu es paysan, donc ça veut dire que tu ne peux pas vraiment accéder.
Il nourrit ainsi le rêve de voir dans les hôpitaux du Burkina des premiers soins entièrement gratuits. Professeur Da, vous êtes le chef de service des urgences traumatologiques au CHU Algado Ouedraogo. Nous venons de voir le reportage. Qu'est-ce que vous préconisez face à toutes ces difficultés? Ce que nous préconisons, c'est, nous l'avons déjà répété plusieurs fois à la direction, c'est d'abord la capacité d'accueil. Tous les blessés de Ouagadougou viennent à Ouagadougou. Alors que quand vous prenez la ville de Ouagadougou, il y a 3 CHU. CHU Tengandogo, ce qui est anciennement appelé CHU Blaise Compaoré, CHU Bogodogo, en fait, où initialement le service d'orthopédie devrait déménager. Et bon, nous sommes restés et une équipe est allée là-bas depuis 2 ans. Ils ne prennent pas les urgences. Avec 50, j'en arrive, avec 50 lits. Et donc, toutes les urgences viennent à Yalgado, 17 lits. Nous partageons les locaux avec les neurochirurgiens. Donc c'est normal. Et j'ai dit, parfois il faut mettre des hangars pour pouvoir les recevoir. Pourquoi cette situation? Je ne peux pas atteindre, enfin, à Bogodo, il semble qu'ils n'ont pas, ils ont un problème de matériel d'ossosynthèse, un problème de radiologie, et c'est peut-être ça qui fait qu'ils ne prennent pas les urgences. Alors, donc, c'est un problème qui est sérieux. Les autorités au niveau de l'hôpital sont au courant. Au niveau ministériel, ils sont au courant. Et je pense, rien n'est fait pour le moment. Rien n'est fait pour le moment, mais je pense qu'incessamment, dans ce mois-ci, nous allons agir. Nous allons agir parce que nous avons déjà contacté nos collègues de Bogodogo. On a affecté des DES là-bas. Et là, comme le patient vient de dire, il arrive à Yalgado aussi qu'on ait des pannes de radio. Donc, la raison de manque de radio n'est pas suffisante pour laisser des lits vides depuis 2 ans et puis mettre les malades dans la même ville à terre. Donc, on a obtenu tout récemment de notre administration, parce que j'ai dit que les urgences sont prises en charge au niveau des urgences, mais l'installation se trouve à l'étage, aussi bourré. Donc, on a obtenu de refaire l'hospitalisation, et du coup, on n'aura pas de lieu pour hospitaliser nos malades. Donc, il va falloir que Bogodogo s'ouvre. Et donc, dans ce sens-là, nous avons adressé une lettre à notre administration qui va répercuter cette lettre-là au niveau du ministère pour que, en février, là, ils ouvrent pour pouvoir désengorger au niveau passé. L'accueil d'un malade, c'est d'abord lui donner un lit. Tout à fait. Si vous ne lui avez pas donné un lit, vous ne l'avez pas accueilli. Voilà. Merci. Professeur Dakouré, est-ce que nos blocs opératoires sont à la pointe de la technologie? Mais cette question, elle est difficile à répondre, mais je vais essayer de la résumer. Parce que notre spécialité est vraiment très diversifiée en matière de prestation de soins. Globalement, nous pouvons dire que nous avons un minimum d'équipement qui nous permet de prendre en charge la majeure partie des lésions traumatiques. Quand les blessés de la route, les accidentés arrivent, à ce niveau, nous n'avons aucun problème réel d'équipement basique pour la prise en charge de ces malades. Donc théoriquement, nous ne sommes pas dans une situation sur le plan national où il faut, pour quelqu'un qui a une fracture, une luxation, une entorse, en tout cas une lésion traumatique qui relève de notre spécialité, nous n'avons pas besoin de l'envoyer hors du pays pour le soigner. Il y a les compétences techniques humaines. Les ressources peut-être humaines sont limitées, mais nous savons prendre en charge ces blessés. Nous avons un minimum d'équipement pour le faire. Maintenant, il se trouve que notre spécialité n'existe pas à elle seule. Il faut que, pour prendre en charge un patient sur le plan chirurgical, il y ait la radiographie. Malheureusement, il y a régulièrement des ruptures
de films radio, parfois des pannes même d'appareils radio. Ce que vous voyez à Yalgado, c'est pareil à Sourou Sanou. Il y a d'autres choses qui peuvent manquer et qui malheureusement manquent aussi parfois, et donc qui vont gréver malheureusement la qualité de la prise en charge des patients. Pour aller au bloc opératoire et faire une intervention chirurgicale correcte, il faut une anesthésie. Tout à fait. Également, de ce côté, nos collègues médecins anesthésistes souffrent également du manque d'équipements adéquats ou parfois de drogues qui peuvent manquer sur le plan national, qui peuvent être en rupture. Donc, c'est ça qui me permet de dire qu'on a un minimum, mais ça peut être mieux. Sachant bien qu'également, nous avons un volet de notre spécialité qui concerne les lésions non urgentes. On en reparlera certainement de l'orthopédie. Il y a quelque chose qui est possible également sur le plan national. Donc, en résumé, on peut dire, sur le plan des compétences humaines, il n'y a pas de souci réel à ce niveau, mais il faut quand même améliorer le plateau technique en termes d'équipement, en termes de consommables, et ne pas considérer la spécialité en elle seule, parce que tout autour d'elle gravitent d'autres spécialités. Les médecins anesthésistes et toute leur équipe, mais on a parlé également des médecins rééducateurs. Quand on prend, pour un exemple, Sourou Sanou, nous avons un seul médecin rééducateur. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Il y a un service de rééducation, mais c'est exigu. Les capacités d'accueil sont extrêmement limitées pour ce service-là. Et je tiens à féliciter cette équipe-là qui avait un travail énorme. Pour terminer, je dirais qu'il manque également, pour la prise en charge des traumatisés, on a parlé des traumatisés crâniens, par exemple. Nos collègues neurochirurgiens s'en occupent. Si on prend l'exemple de Sourou Sanou, il y a que tout récemment, il y a quelques semaines, qu'on vient de nous affecter un neurochirurgien. Depuis plusieurs années, il en manque. On en avait eu un il y a 5 ans qui est parti, et on est resté pratiquement 4 ans sans neurochirurgien. Quand vous avez des Eh bien, cas nous, urgents, chirurgiens orthopédistes, nous avons une compétence quand même de prise en charge des traumatisés. On sait prendre en charge un traumatisé crânien en urgence, mais pour certaines lésions extrêmement graves de traumatisés crâniens qui nécessitent un geste de neurochirurgie, nous sommes obligés de les évacuer sur Ouagadougou. Pour ce qui est des lésions de la colonne vertébrale, ça relève également de notre compétence. Nous ne les évacuons pas, nous pouvons les prendre en charge à Bogo, mais voilà un problème également qui est posé. Professeur, quelles sont habituellement les techniques et les examens pratiqués? Bon, les examens pratiqués, quand une lésion arrive, c'est d'abord, s'il y a une lésion fracturaire, s'il y a une fracture, on demande une radio. Et vous l'avez vu, quand le membre fracture, ça bouge. Quand ça bouge, ça fait mal. Très mal. Et quand vous regardez, avec quoi on les immobilise? Des cartons. Des cartons. C'est pas normal. On n'a rien pour immobiliser. Donc, il faut d'abord faire la radio, faire cette immobilisation-là, au moins pour réduire la lésion, pour diminuer la lésion, demander des examens de sang. Et c'est après ça qu'on voit est-ce que le patient peut être pris en charge au bloc opératoire. Comme on l'a vu au reportage, on dispose de kits mais qui sont incomplets. Mais et quand les examens complémentaires, aussi bien la radiographie que le bilan biologique, la consultation est à la charge du patient. Parfois, nous sommes obligés de négocier et pour avoir, quand c'est un malade très grave, pour avoir ce bilan-là, si on n'a pas de bilan biologique, si on n'a pas la radiographie, quel que soit le niveau, on peut l'amener au bloc pour commencer, mais c'est difficile. Tout à fait. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on immobilise avec des cartons. Il y a aussi le caillou. Souvent il y a du caillou, des sables qu'on... voilà, bon, les cailloux, c'est... En fait, le sable, tout ça pour... Oui, ça, c'est des moyens de bord. Ça fait partie du protocole ou bien c'est parce non, que... c'était, comme on l'a dit, nous avons un peu plus libéré notre génie créateur parce que c'est pour éviter que le membre soit en rotation. Quand vous avez une fracture du fémur, elle est fermée, si vous laissez le membre, ça va en rotation, le pied se repose sur son côté et ça fait bouger la fracture, ça fait mal. Donc parfois on est obligé de mettre mettre dans le carton et mettre des cailloux pour mettre le membre en rectitude. Parfois, peut-être que vous avez vu qu'on appelle le membre sain,
attaché avec le membre malade pour éviter ces mouvements. Parce que ces mouvements, surtout au niveau du fémur, quand il y a ces mouvements, ça peut entraîner des complications graves qui peuvent être même mortelles. Voilà. Professeur Sané, à quel moment une intervention nécessite une immobilisation matérielle implantable? En fait, cela répond à la question de savoir quelles sont les lésions, quelle est l'indication des traitements chirurgicaux. À quel moment on utilise le matériel implantable? Voilà. Donc nous, dans notre jargon, on dit que en fait, l'intervention, le type de traitement dépend de la lésion. Elle dépend également du patient. C'est-à-dire, est-ce qu'il est anesthésiable d'abord et quelles sont les circonstances, mais également le plateau technique de ce qu'on dispose sur place et quelle est la technicité qui va être utilisée par le chirurgien. En fait, comme moi je suis dans un hôpital universitaire, c'est au décours d'un staff des urgences, avec une discussion plurielle, qu'on va décider du meilleur traitement pour le patient. Maintenant, dans d'autres circonstances, il peut y avoir un chirurgien qui va décider, mais cela va se faire sur des arguments vraiment objectifs. C'est objectif sur un certain nombre de critères où il va évaluer le bénéfice et le risque et que faire pour rendre rapidement opérationnel ce patient que l'accident et le traumatisme a immobilisé. Professeur Dakouré, parlez-nous un peu des implants que vous utilisez au niveau de votre service. Est-ce qu'ils sont toujours disponibles et accessibles par les populations? Alors, ces implants constituent pour nous le gros souci en termes d'efficacité de soins. Autant il y a d'os, autant il y a de possibilités thérapeutiques. Quand on prend la fracture la plus fréquente, les fractures de la jambe, couramment dans le langage courant, les gens parlent de fracture du tibia ou tibia péroné, vous avez la possibilité que cette fracture soit ouverte, qu'il y ait une plaie avec l'os qui est dehors. Quand cette situation arrive, il faut poser ce que nous appelons un fixateur externe. Terre à terre, pour que tout le monde comprenne, c'est du fer qui traverse la peau et que tout le monde voit quand le malade marche. Mais il y a d'autres situations où ce n'est pas ce matériel qui sera utilisé. Ça peut être un clou, ça peut être une plaque qui est à l'intérieur de l'os ou sur l'os, mais sous la peau. Vous voyez que déjà pour la même lésion, en termes de topographie, j'ai cité déjà 3 possibilités de matériel à utiliser pour fixer l'os, que ça ne bouge pas. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'os, et autant il y a d'os, il y aura des possibilités d'utilisation du matériel. Et donc ça fait que ce matériel est extrêmement lourd en termes d'investissement pour nos hôpitaux. Les budgets sont restreints et s'il faut que les hôpitaux disponibilisent ce matériel pour chaque service, ça devient extrêmement lourd et malheureusement nos hôpitaux ne peuvent pas faire face à cette demande-là. La deuxième chose, c'est que c'est du matériel qui coûte cher. En dehors du fait qu'il en faut beaucoup, ça coûte excessivement cher parce que c'est du matériel qui est fait pour être biocompatible. Ça veut dire que ça ne provoque pas des réactions en restant dans le corps. Il y en a qui peuvent sont conçus pour rester toute la vie dans le corps, donc c'est excessivement cher. Quand on regarde notre situation sur le plan national, nous n'avons pas d'assurance maladie. La personne qui est victime d'un accident ne bénéficie pas, en arrivant à l'hôpital, d'une prise en charge en termes d'assurance qui va garantir le coût de ce qu'on va lui administrer comme soins. Les premiers soins peuvent être payés peut-être par la personne même ou donnés gracieusement en préfinancement par l'hôpital, mais pour ce qui est de l'implant, ce n'est pas possible. En termes de disponibilité, c'est disponible dans la majeure partie des cas. Mais il y a des moments où il faut courir à travers les artères de la ville. Voilà. Parce que, pourquoi cela? Parce que nos hôpitaux n'arrivent pas à mettre cela disponible dans les hôpitaux. Et donc, on est obligé de prescrire aux patients pour qu'ils aillent ailleurs, hors de l'hôpital, chercher ce matériel-là. Donc, c'est un gros problème que nous vivons et c'est vraiment une des épines que nous avons dans la pointe du pied par rapport à la prise en charge des blessés. Professeur Sané, est-ce qu'au Sénégal, vous arrivez à prendre correctement en charge les accidentés? Ou y a-t-il des difficultés aussi? Les difficultés sont pareilles, parce qu'il y a des patients qui ont une assurance, qui ont une couverture, et à ce moment c'est très facile, mais ceux qui doivent payer par eux-mêmes, certains sont des indigents, donc ça pose problème. Mais au Sénégal, en fait, les premiers soins
surtout lorsqu'il s'agit d'urgence vitale ou d'urgence très grave, normalement, le patient ne doit pas être renvoyé, il doit être pris en charge jusqu'à stabilisation de son état. Et c'est par la suite qu'on va voir quelles sont les modalités de rembourser ses frais ou bien d'avancer dans la prise en charge. Docteur Dakouré, quels sont les problèmes courants rencontrés en matière d'orthopédie, traumatologie? Alors, l'orthopédie, je peux peut-être revenir dessus pour dire que c'est notre sous-spécialité qui va s'occuper de tout ce qui est hors accident, hors traumatisme, ce dont nous venons de parler. Quelqu'un peut naître avec une malformation du pied, de la jambe, etc. Au cours de la vie, il peut avoir des maladies qui vont entraîner des séquelles ou en tout cas des problèmes à un endroit donné de l'appareil locomoteur. Et donc, notre spécialité va s'en occuper. Et donc, quand on parle de pathologie, donc de maladies orthopédiques, il s'agit de cela, des malformations, des séquelles, des infections, des tumeurs, des pathologies dégénératives. Le gros souci que nous vivons, c'est en premier lieu les infections. Et ça peut s'expliquer par la précarité, des conditions de vie déjà, mais aussi par une chose, c'est que nous sommes un pays où il y a une forte prévalence de la drépanocytose, qui est une maladie qui va favoriser la survenue d'infections, notamment au niveau ostéo-articulaire. À côté de cela, il y a des séquelles, des traumatismes. Vous savez qu'un bon nombre des patients vont aller dans un autre système de soins pour être traités. Et malheureusement, nous recevons en retour des séquelles qu'il faut prendre en charge et qui relèvent de cela. Une autre pathologie qui est fréquente et qui est en connexion également avec la drépanocytose, c'est la nécrose de la tête fémorale. Vous savez que le fémur, par sa partie haute, s'emboîte avec l'os de la hanche et peut être atteint au cours de la drépanocytose. Et les gens se retrouvent à boiter, à marcher difficilement, à avoir mal à la hanche. Et dans cette situation, il faut effectuer une intervention chirurgicale de remplacement. C'est d'enlever ce qui n'est plus correct et de remplacer par une prothèse. Là encore, c'est un implant qu'il faut laisser, qui a son coût. Cette intervention chirurgicale est possible actuellement au Burkina Faso. Malheureusement, ce n'est pas bien connu de la population. Certains patients se retrouvent encore à être évacués pour ce type de chirurgie qu'on appelle une prothèse totale de hanche, qui est possible aussi bien à Ouagadougou qu'à Bobo-Dioulasso. Et c'est une chirurgie qui est pratiquée couramment. J'insiste là-dessus parce qu'il faut que nos populations comprennent qu'à un moment donné, les soins sont possibles sur place et il ne faut pas penser que c'est en allant forcément en Europe ou au Maghreb que les meilleurs soins seront attribués. Parce que cette pathologie, nous la connaissons bien, peut-être mieux que les Européens dans certaines situations. Et on voit malheureusement certains qui y vont et qui reviennent avec des problèmes parce que le chirurgien qui a opéré ne sait pas de quoi il s'agit. Même s'il a un plateau technique extrêmement lourd, il faut qu'il connaisse bien la maladie pour pouvoir offrir les soins adaptés. Donc, globalement, on peut dire que ces pathologies sont variées et peuvent être traitées également sur le plan national. À présent, les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendre-Bugo. Il faut des cadres spécifiques au CHU Saint-Lucie. Et elle aimerait savoir quelle est donc la différence entre les cadres et celle dont vous disposez actuellement. Elle dit également qu'elle a entendu parler de moteur. En français facile, ça veut dire quoi? Et comment ces moteurs-là peuvent améliorer votre travail dans la prise en charge des patients. Madame Elise Tampaga, elle nous suit à Ouagadougou. Sa fille de 18 mois a les pieds qui ne sont pas droits comme il faut et on lui a conseillé de voir un orthopédiste pédiatrique. Son inquiétude, c'est où aller pour en trouver
Et son autre question, c'est est-ce que cette déformation, si elle n'est pas traitée, n'aura pas d'impact sur la santé de sa fille? Et l'autre question, c'est est-ce que les soins sont accessibles en termes de coût? Monsieur Bourema Nyambé nous a appelé de Ouarghaï et sa question, au regard de ce qui a été dit, il constate que ça coûte cher. Et sa question, c'est qu'est-ce qui est mis en place comme dispositif pour prendre en charge les personnes indigentes qui arrivent chez vous en urgence et sans le moindre sou. Monsieur Adama Ouedraogo, lui, nous a appelé de Waïbia. Il explique qu'il a eu une fracture en 92, fracture qui a nécessité une intervention chirurgicale au cours de laquelle on lui a mis des vis. Depuis, il est guéri. Il dit qu'il peut prévoir le temps qu'il fera grâce aux douleurs qu'il ressent. Quand il fait très froid, il dit qu'il sent comme si le fer se refroidissait dans son pied. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'en ressentant cela, ça ne veut pas dire qu'il court un grand danger? Est-ce que le fer ne va pas se désagréger dans son organisme ou quelque chose comme ça? Monsieur Amadé Belem, lui, nous suit à Dédounou. Il a eu un bras fracturé en 2007 et il s'est tourné vers les réducteurs pour sa prise en charge. L'os s'est consolidé, mais jusqu'à présent, il ressent des douleurs vives, surtout quand il fait froid. Il a donc consulté un médecin qui dit qu'il souffre d'arthrose. On lui a prescrit des médicaments qui n'ont pas grand effet sur lui. Et sa question, c'est est-ce que vous pouvez trouver une solution par la chirurgie? Monsieur Aristide Yamouro nous a appelé de Koutoubou. Il aimerait savoir ce que vous, orthopédistes et traumatologues, est-ce que vous collaborez avec les rebouteurs que vous consultez sous nos cieux en cas d'accident? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que chez les rebouteurs, on guérit plus vite qu'en partant à l'hôpital chez vous? Madame Lalogo Nezerbo Aïcha, elle nous suit à Yaba. Elle aimerait que vous parliez des manifestations des différents traumatismes, des manifestations cliniques des différents traumatismes. Enfin, M. Yamouro nous suit à Gawa. Il a eu une fracture fermée en 2015 et on lui a mis des clous au cours de l'intervention. Il est guéri, mais maintenant sa question, c'est est-ce qu'il peut garder les clous et les vis définitivement ou bien est-ce qu'il faut qu'il pense à les faire enlever? Au bout de combien de temps est-ce qu'il faut les enlever ou bien on peut les garder définitivement? C'est pour la première partie des questions des téléspectateurs. Merci Viviane Tendre-Prévot. Professeur Dakouré, au CHU Souro-Sano, quelles sont les tables spécifiques dont vous avez besoin? Est-ce que les tables qui sont là ne font pas l'affaire? Alors, pour ce qui est de notre type de chirurgie, il faut dire qu'on a besoin de deux types de tables d'opération. La table d'opération, c'est la table sur laquelle on va coucher le malade pour pratiquer l'intervention chirurgicale. Il y a la chirurgie courante dans la majeure partie des spécialités chirurgicales et qui utilisent ce qu'on appelle une table ordinaire, que nous également nous utilisons. Mais pour un certain type de fracture, notamment où on doit utiliser un clou ou les fractures de la colonne vertébrale, il faut utiliser une table spécialisée. Par exemple, on a vu sur les images quelqu'un qui a une fracture du fémur où on doit mettre un clou, on va utiliser ce qu'on appelle une table orthopédique. Et cette table, ce n'est que dans notre spécialité où on a besoin de cette table. Elle coûte excessivement cher pour ce qui est des tables de qualité. Ça peut aller jusqu'à 50 millions de francs CFA. Nous en avons à Bobo-Dioulasso, mais malheureusement, vous savez que ce matériel s'use. Et celle que nous avons présentement, elle a fait son temps. Voilà. Sinon, nous en disposons, mais elle n'est plus en bonne forme. Voilà, comme on peut le dire. Pour ce qui est des moteurs, en français facile, pour peut-être ceux qui travaillent un peu dans le domaine de la menuiserie, qu'elle soit métallique
ou ébénistes, il y a des perceuses. Et ceux qui sont intéressés par le bricolage utilisent cela. C'est un instrument qui est motorisé, qui permet de perforer soit un mur, soit une table, enfin du bois. Nous utilisons la même chose, mais conçu spécialement de façon médicale pour opérer les patients, pour pouvoir perforer les os, mettre exactement des vis aussi et des plaques. Et donc, comme c'est du matériel médical, ça doit pouvoir être stérilisé. Et ça également, ça a son coût. Nous n'en disposons pas présentement à Bobo-Dioulasso, mais nous avons des alternatives qui nous aident à continuer à travailler. Mais il faut, et c'est l'occasion de lui dire que ce n'est pas ce qu'il faut. Nous utilisons exactement les perceuses qu'on utilise à la quincaillerie pour opérer nos malades en prenant le soin de les stériliser. Mais vous savez que ça cause des problèmes parce que le temps de stérilisation est extrêmement long et n'est pas tout à fait adapté. Et bien sûr, la qualité de ce type de perceuse-là ne répond pas aux besoins nécessaires pour soigner l'humain. Professeur Da, est-ce que où peut-on avoir accès à un orthopédiste pédiatre? Oui. À Ouaga ici. À Ouaga ici, il y a un hôpital dédié aux enfants, c'est l'hôpital CHU Charles de Gaulle, où il y a un service de chirurgie pédiatrique qui est bien équipé, enfin qui est bien structuré avec du personnel compétent. Et il suffit d'aller là-bas pour avoir les soins. 18 mois, c'était pour la déformation. Bon, peut-être que c'est tard, mais si c'était plus tôt, peut-être qu'ils allaient faire un traitement orthopédique pour les dresser. Mais bon, il faut consulter le professeur Wandaogo ou le professeur Isso, qui sont à Charles de Gaulle. Et là, ils vont voir de quoi il s'agit. Vous avez une idée des coûts? Ils sont accessibles? Bon, ils sont accessibles, oui. Ils sont accessibles, puisqu'ils ont toute une équipe. J'ai cité les patrons, sinon il y a toute une équipe, parce qu'ils ont créé aussi un DS pour former les étudiants. Donc, si la personne va trouver d'abord les DS, ils peuvent les mettre en contact avec les chirurgiens titulaires. D'accord. Voilà. Quelles sont les dispositions mises en place pour prendre en charge les personnes indigentes, que ce soit à Bobo ou à Ouaga? À Bobo d'abord, professeur Dakouré. Pour ce qui est des personnes indigentes, je pourrais dire que, comme d'ailleurs ce qui se fait sur le plan national, il y a des directives qui orientent vers la prise en charge sans prépaiement. Normalement, un malade qui arrive, on ne doit pas lui demander d'honorer toutes les ordonnances pour le prendre en charge. Donc, des kits sont disponibles sans prépaiement. Lorsque le malade ne peut pas les acheter, on m'a dit qu'il n'y a pas tout dans le kit. Voilà, malheureusement, c'est ça le problème parce que, comme on l'a dit, notre spécialité a des besoins qui, lui, sont spécifiques et on ne peut pas composer un kit qui répond à tous les besoins. Donc, ponctuellement, il arrive, et malheureusement, il faut le faire, qu'on complète le kit par une ordonnance et le malade doit honorer cela. Et s'il se trouve que c'est un produit qui est absolument nécessaire pour la prise en charge initiale, ça va poser problème. Sinon, cette disposition est valable à Bobo-Dioulasso et je pense également que dans les autres hôpitaux, ça se fait. Le gros souci, c'est que quand on parle d'urgence, il y a la levée de l'urgence immédiate, mais il faut continuer les soins. Quand l'urgence a été levée, les soins ne sont pas finis et parfois ce qui suit, et dans notre spécialité, la fracture qui doit être prise en charge et immobilisée, ça c'est l'urgence, le patient n'a plus mal et tout, mais elle n'est pas guérie. Si elle n'est pas guérie, c'est pas bon, donc il faut la traiter et parfois même toujours aux urgences, il faut opérer le malade. Et c'est cette étape qui devient extrêmement difficile parce qu'il faut investir en ce moment pour honorer les frais de l'intervention chirurgicale. Le kit d'urgence ne permet pas de tout régler. Voilà. Professeur Sané, est-ce que quand on porte les vis, tout ce qui est l'implant, est-ce que le froid, quand il fait froid, pourquoi on en souffre? Parce qu'il y a ce téléspectateur qui dit qu'il peut même prévoir la température à travers l'implant qu'il porte. Donc, plus il fait froid, plus il souffre. Est-ce que cela est normal? Nous entendons des fois des patients se plaindre de ça. Mais il faut savoir que ce matériel, comme l'a dit le professeur Dakouré, il est biocompatible. Mais tous ces matériaux
doivent être enlevés. Parce que ce qu'on craint en fait, c'est qu'à distance, qu'il y ait un retraumatisme dessus et qui va rendre l'ablation de ce clou, de cette vis difficile. Donc, une fois que ce matériel aura fait son travail, qu'il y aurait consolidation, il y a des délais qui ont été établis en fonction du type de matériel, il faut mieux prévoir de les enlever. Et dans de rares cas, très rares cas, le chirurgien peut prendre le parti, en mettant une vis par exemple, de dire on va l'enfuir et on ne va pas l'enlever. Ça, le chirurgien prend cette garantie-là. Mais en général, le matériel qui est mis en traumatologie, dans les fractures, doit être enlevé au bout d'un délai en fonction du type de ce matériel-là. Professeur Da, est-ce qu'il y a ce téléspectateur qui a eu un bras fracturé en 2007 et s'est tourné vers les rebooters pour sa prise en charge. Donc, l'os est consolidé, mais jusqu'à présent, il ressent des douleurs quand il fait froid. Donc, c'est toujours, même chez les rebooters, il fait froid. Quand il fait froid, ça fait mal. Donc, il a consulté un médecin qui lui a dit qu'il souffre d'arthrose. Donc, on lui a prescrit des médicaments qui n'ont pas fait grand effet. Sa question est, est-ce que vous pouvez trouver une solution à son problème par la chirurgie? Oui, bien sûr que c'est une séquelle sans doute d'une fracture de l'humérus qui, bien sûr, avec les mouvements, a entraîné une usure au niveau des cartilages et ça fait mal. Parce qu'à ce moment-là, il faut aller, et c'est là qu'on rentre dans l'orthopédie, on n'est plus dans la traumatologie. Et là, il faut aller recasser le bras, le cal qui n'est pas droit et redresser. Et puis, mettre un fer avec des vis qu'on appelle osteosynthèse pour pouvoir un temps. Et là, ça devient plus lourd, plus coûteux. Voilà. Donc, c'est un peu, peut-être, c'est un peu le problème avec les rebooters. C'est une question qui viendra, on verra. OK, par rapport, mais on reste toujours avec les fameux rebooters. On parle, il y a un téléspectateur qui dit que, est-ce qu'il y a une collaboration entre vous et puis les rebooters? Parce que souvent, on entend très souvent que des médecins renvoient des malades vers des rebooters. Chez les rebooters, ça guérit, la guérison est plus rapide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces assertions? Une fracture, que vous la touchez ou non, si elle n'est pas ouverte, que ce soit le rebooter ou moi, vous la laissez tranquille, elle guérit. Pourquoi? Parce que quand il y a une fracture, il y a du sang autour de la fracture et ce sang-là devient de l'os. Il suffit de la garder immobile. Donc, si vous la gardez immobile, si elle n'est pas ouverte, elle va guérir aussi vite. Maintenant, quand vous allez opérer, que vous videz ce sang-là, ça retarde. Mais vous l'avez quand même redressé. On vient de voir ce patient qui est parti avec sans doute une fracture fermée de l'humérus, mais qui a consolidé rapidement, mais qui a laissé des séquelles parce que ce n'est pas droit. Alors, quel est le problème? Faut-il avoir un pied gondolé avec des douleurs ou avoir un pied droit sans douleur? Ça, c'est quand c'est fermé. Quand c'est ouvert, alors là, c'est la catastrophe. Tout à fait. Parce que les rebootés ne prennent pas le soin, ils n'ont pas les précautions d'asepsie, et ces malades nous reviennent soit avec les pieds pourris, parfois on est obligé de faire une amputation, et quand on n'ampute pas, ça prend tout le corps, et puis les patients peuvent mourir. Donc c'est difficile. Est-ce qu'il y a une collaboration entre nous et eux? Officiellement, non. Officieusement, il y a un collègue de Weigua qui les avait invités. Ils ont fait le séminaire et puis après ils sont repartis. Ce sont les mêmes problèmes. Chacun, donc il n'y a pas une collaboration franche. Voilà. Et vraiment, je vais voir, c'est pas au Burkina seulement, mais dans toute la sous-région, c'est un problème. Voilà. Est-ce qu'au Sénégal, professeur Sané, il y a une collaboration entre la médecine moderne et les tradipraticiens, les rebooters spéciaux? Bon, c'est vrai qu'il y a au sein du ministère, il y a un département qui s'occupe un peu de la médecine traditionnelle, mais en matière de traumatologie et d'orthopédie, il n'y en a pas. Nous ne leur octroyons aucun savoir-faire. Mais les populations sont comme avec ces rebooters comparativement à vous. Vous savez, c'est essentiellement un problème d'information, d'éducation et de communication. En général, nous, médecins, on n'aime pas trop communiquer, on reste dans nos hôpitaux et dans nos blocs opératoires et on ne communique pas trop nos résultats, etc. Contrairement
Oroboto, qui, même à Dakar, font des émissions de radio, qui montrent des choses, etc. Nous ne faisons pas de publicité. Mais, donc les populations vont facilement vers eux. Voilà, mais il faut de plus en plus, lors de manifestations comme nos congrès, nous invitons la presse et nous montrons ce que nous faisons et nous disons quels sont les avantages, les inconvénients de chacune de ces pratiques. À Gawa, il y a M. Yamero qui nous suit. Il a eu une fracture fermée en 2015 et on lui a mis des clous, donc des implants au cours de l'intervention. Il est guéri, mais la question est-ce qu'il doit garder définitivement? Bon, apparemment, on ne lui a pas donné de délai. Il veut savoir combien de temps il peut garder l'implant, le matériel, avant de l'enlever. Docteur professeur Dakouré. Alors, le professeur Sané vient de parler de cela. Selon on ne peut pas garder, mais quel délai? Parce qu'apparemment, il ne sait pas combien de temps il faut C'est très variable, selon le type de clou, selon le type de fracture qu'il avait et donc le lieu où ça a été posé. Mais on peut dire qu'en donnant une fourchette, au minimum 6 mois pour certaines lésions, au maximum 24 mois. Mais je tiens à préciser que tout patient qui a des soucis doit retourner voir celui qui l'a opéré parce que c'est celui qui sait ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a utilisé comme implant. C'est parfois hasardeux de changer et d'aller ailleurs parce que le type de clou posé, le chirurgien sait ce qu'il a posé et il faut un instrument identique, en tout cas qui va avec ce matériel pour pouvoir l'enlever. Donc je conseille à ce patient de retourner voir le chirurgien qui peut lui donner le conseil s'il faut l'enlever, quand l'enlever et comment réaliser l'intervention chirurgicale. Professeur Sané, il y a cette téléspectatrice qui voulait savoir, qui voulait qu'on parle des manifestations des différents traumatismes. Ça va être très difficile parce qu'il y a plein de traumatismes. Donc, me dites quelque chose quand même, peut-être. En fait, c'était quelques traumatismes. Non, il y a beaucoup de traumatismes, mais en définitive, nous, ce qu'on retiendra sur les manifestations sur le plan clinique et sur le plan radiologique. Donc, en général, le patient va venir se plaindre de douleur et d'impotence, c'est-à-dire le membre fracturé ne pourra plus réagir convenablement. Et à cela, nous allons l'examiner et voir les différents points. Donc, soit voir une déformation, voir un point douloureux précis, exquis, qui signe habituellement le siège de la douleur. La déformation est là. Et dès ces premiers examens-là, nous allons rechercher s'il n'y a pas de complications associées qui accompagnent la fracture. Parce qu'on sait que dans un membre, en plus de l'os, il y a des muscles, il y a des vaisseaux, il y a des nerfs. Et les extrémités fracturaires sont très tranchantes. Elles peuvent soit comprimer, soit dilacérer, soit sectionner ces vaisseaux et ces nerfs. Donc cela doit être déterminé dès le premier examen pour permettre de tout réparer dans un même temps. Donc, ce sera au médecin de faire le bilan de ça. Et immédiatement, il va commencer un traitement antalgique parce que le délai d'attente, je l'ai dit tout à l'heure, le délai d'attente est un critère important de la qualité des soins. Un patient ne peut pas attendre, il a mal à attendre de 2 heures, 3 heures, 12 heures. Donc, la prise en charge de la douleur est aussi importante que la prise en charge de la fracture elle-même. Puis après, le patient sera amené à la radiographie et une fois la lésion, le diagnostic posé, l'équipe traitante pourra lui proposer le meilleur traitement. Professeur, parlez-nous de la prise en charge de la personne âgée accidentée. Quelles sont les difficultés en la matière? La personne âgée, bien sûr, avec son âge, a dû accueillir des maladies. Des maladies qui, parfois, contre-indiquent une chirurgie et on est obligé de vérifier ces maladies avant de les opérer. Il s'agit très souvent d'hypertendus, des gens qui ont une insuffisance rénale, parfois des tas de diabète, surtout le diabète. Les microbes aiment le sucre, donc le diabète, on est obligé d'équilibrer le diabète avant d'opérer. Et ces personnes âgées aussi, bien sûr, avec l'âge, ont une défense immunitaire qui est un peu affaiblie. Ils sont plus sujets à avoir des complications. Voilà. Bon, il n'y a pas une prise en charge particulière à Yalgado ou pour les personnes âgées. La seule chose, c'est que je crois qu'ils ont une exonération au niveau de la consultation seulement. Mais sinon, on les prend en charge de la même façon, prescrit, et puis il va chercher. Mais il y a quand même des difficultés par rapport à la guérison. La guérison n'est pas aussi rapide que chez les sujets jeunes. Il y a des personnes âgées qui sont âgées, mais qui sont encore jeunes. Il y a des jeunes qui sont vieux. Donc, ça dépend du sujet. Et
effectivement, si l'os est poreux et osseoporotique, c'est-à-dire quand vous allez mettre la vis, ça ne va pas tenir. Et donc, on est obligé à ce moment-là de traiter cette ostéoporose parce que ça ne peut pas tenir avant de... Et très souvent, quand c'est comme ça, bon, on préfère faire un traitement orthopédique. Voilà. Et avec tous les... Quand vous proposez un traitement orthopédique à une personne âgée, les complications du fait que vous l'avez alité, ces complications peuvent être très... Enfin, peuvent mettre sa vie en danger. Donc, quand vraiment la personne âgée n'a pas d'état, on fait tout pour qu'ils puissent les mettre en activité dans les 48 heures. Rapidement. Encore faut-il voir est-ce que ces comorbidités, ça me l'a dit, qu'ils ont là, permettent de faire la chirurgie. Voilà. Professeur Sani, quelles sont les perspectives en matière de prise en charge et de nouvelles technologies? Merci madame. Permettez-moi juste de parler un peu des personnes âgées, parce que c'est très important, nous venons tous des personnes âgées. Et au Sénégal, on a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un plan, qu'on appelle le plan Sésame, qui permet de prendre en charge gratuitement les patients dans nos différentes structures. C'est un plan Sésame, c'est une couverture qui est faite par l'État du Sénégal. Et certains passent par le service de pension retraitée. Mais avec cette carte-là, le sujet âgé, au-delà de 60 ans ou 65 ans, a la disponibilité d'avoir la plupart des soins gratuitement dans nos différentes structures. On a également mis, ça fait peut-être 2 ou 3 ans, ce qu'on appelle la CMU, la couverture médicale universelle, que les autorités sont en train de mettre en place, qui va permettre également d'assurer la couverture médicale d'un plus grand nombre de populations. Et cette couverture, bien sûr, nécessite une petite cotisation des membres, mais permettra de prendre en charge un très grand nombre de populations qui n'avaient pas les moyens. C'est une espèce de cagnotte qu'ils vont avoir pour permettre de prendre en charge tous ces patients. Maintenant, par rapport aux perspectives dans l'offre des soins en chirurgie, orthopédie et traumatologie, il faut qu'avec l'évolution de la science perpétuellement, le plateau augmente, s'améliore également. Donc on a un plateau qui s'améliore, de nouvelles technicités. Et récemment, je pense qu'en dehors de la navigation chirurgicale, il y a la robotique avec le Da Vinci, c'est une espèce de robot, sous couverture d'un chirurgien. Le robot ne va pas opérer tout seul, mais sous couverture d'un chirurgien qui va lui permettre de faire cette intervention très, très pointue. Mais nous ne sommes pas encore là. On a encore des problèmes de base en Afrique, des problèmes de base, de disponibilité des produits, etc., qu'il faut d'abord régler. On est au courant parce qu'on est des scientifiques, on connaît ce qui se fait dans le futur, ce qui va se faire, mais on a encore des problèmes de base qu'il faut régler de façon continue et définitive avant de passer à ce genre d'investissement qui est très coûteux. En attendant de découvrir le deuxième lot de questions des téléspectateurs avec Viviane Tendrebio, dites-nous, c'est vrai que nous sommes en train, en Afrique, il faut d'abord régler les problèmes basiques, mais vous pensez que ces nouvelles technologies, on peut espérer les avoir en Afrique quand en Afrique occidentale? Quand je peux vous dire, je ne suis pas l'ordonnateur des dépenses, mais on les aura, parce qu'avant, on ne faisait pas les prothèses, il y a beaucoup de choses qu'on ne faisait pas avant. Et moi, quand j'ai débuté ma spécialité en 96, il n'y en avait pas. Et maintenant, nous les avons. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une différence entre ce que vous savez faire et ce que vous faites. Parce que les moyens ne sont pas mis à votre disposition pour les faire. Voilà. À présent, le dernier lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tendrebio. Alors, monsieur Yanougo à Ouagadougou dit qu'il a soigné son fils victime d'un accident de la circulation et qui a eu une fracture. Et il se demande pourquoi la prise en charge de ces fractures la coûte si cher, parce qu'il s'est rendu compte que les fractures s'envolaient très rapidement au-delà de 500 000. Mademoiselle Yasmine Nivier est en classe de première D à Ouagadougou. Son rêve, c'est d'embrasser la chirurgie orthopédique, mais quand elle vous regarde, vous, des éminents professeurs sur le plateau, elle a l'impression que votre travail est aussi physique. Et ce qu'elle a vu dans les reportages, elle a l'impression que le travail est aussi physique. Et elle se demande donc
quelles sont les aptitudes qu'un bon chirurgien orthopédique et traumatologique doit avoir et quel est le parcours universitaire qu'il faut suivre pour aboutir, pour devenir un praticien comme vous. Et son autre question, c'est est-ce qu'on peut se former pour devenir chirurgien orthopédique au Burkina Faso? Monsieur Sombier Pierre Perchou est à Oundé. Il a été victime d'accident en 2005. Il précise qu'il est chauffeur et il a eu une fracture sur le bassin. Il a été soigné en ce moment-là et en tout cas, on a dit qu'il est guéri. Mais actuellement, il souffre de douleurs chaque soir au niveau de la cicatrice et de la région. Et son inquiétude, c'est est-ce que son âge ne va pas compliquer la prise en charge de ses douleurs? Et est-ce qu'il y a des possibilités de prise en charge gratuite, surtout actuellement chez les retraités? Monsieur Carfo Kassake se demande où est-ce qu'on en est avec l'ouverture du service de traumatologie de l'hôpital de district de Bogodogo. Est-ce que ça ne serait pas une solution? On ne va pas revenir sur la question déjà posée. Lui nous a appelé de Kaya. Il a assisté quelques années son frère qui avait une vertèbre cassée avec une paralysie des membres inférieurs. Il dit qu'ils ont passé plus de 15 jours au CHU Algado Ouédraogo sans aucune intervention. Et par la suite, on les a libérés pour désinfecter les locaux. Il a attendu qu'on l'appelle parce qu'on a vu son numéro, ce qui n'a pas été le cas. Et ils ont dû se rendre chez un recruteur qui a pu soigner le malade et aujourd'hui, il marche. Et lui, il se sent frustré du non-traitement qui a été réservé à son cas et il interpelle les praticiens qui sont sur le terrain à peut-être communiquer davantage avec les malades qu'ils reçoivent. C'est tout pour la dernière partie des questions des téléspectateurs. Merci à Viviane Tendrebego. La question de la cherté des coûts revient. C'est vrai que le professeur Dakouri avait expliqué, donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça coûte aussi cher. Il faut dépenser beaucoup pour la prise en charge. Je vais prendre un exemple de comparaison pour qu'on puisse comprendre un peu. Quand quelqu'un souffre d'un paludisme, même s'il est grave, il faut des produits, peut-être une transfusion, des produits chimiques, donc des médicaments à perfuser pour pouvoir le soigner. Théoriquement, ça et les soins peut-être au lit du malade courant permettent habituellement de régler le problème quand le malade arrive tôt. Un paludisme grave peut se traiter de cette manière. Mais quand quelqu'un a une fracture, à côté de cela, la transfusion peut être possible parce qu'il est anémié, parce qu'il a perdu beaucoup de sang. On peut être amené à lui administrer quelque chose contre la douleur en perfusion, quelque chose contre une infection pour prévenir l'infection ou même lutter l'infection si elle est déjà là. Ce sont les antibiotiques. La même chose que ce qu'on fait dans les autres maladies. Mais l'os est un organe ou un tissu particulier, il faut le fixer. Ce qui fait que, à côté des soins habituels, il y a cette partie-là chirurgicale. L'acte chirurgical a un coût. Les implants qu'on va utiliser, il y a un coût. Pour poser un implant, il faut un ensemble de matériel. Sur les images, on a un peu vu, nous les appelons des instruments de chirurgie osseuse, des instruments spécifiques pour la chirurgie osseuse. Mais en plus de cela, il y a des ancillaires pour pouvoir utiliser. Bon, c'est l'ensemble des instruments qu'il faut pour mettre, par exemple, un clou. Et ça également, ça a un coût. Et on a parlé de la table orthopédique, qui est spécifique également à notre chirurgie. On a parlé d'un amplificateur de brillance. Je tiens à dire merci aux autorités qui nous ont permis d'avoir un amplificateur de brillance depuis décembre à Bobo-Dioulasso. Le coût de cet appareil, c'est immense.
Et donc, tout cela, à côté même, en plus de ce qu'il y a... Vous voulez dire que c'est tout ce matériel-là qui impacte le prix de la prise en charge? L'impact direct, c'est non seulement les soins classiques courants pour toutes ces sortes de maladies, mais ce qui est spécifique à l'orthopédie, notamment le matériel chirurgical. Voilà. Et donc, c'est malheureusement ce qui existe. Et la solution, à mon avis, serait qu'il y ait une assurance pour les traumatisés. Il faut qu'on réfléchisse, comme au Sénégal, à avoir un plan d'assurance spécifique pour les accidentés, notamment de la route, ceux qui sont assurés et même ceux qui ne sont pas assurés par le véhicule automobile qui est responsable de l'accident ou qui est impliqué. Voilà. Professeur, quelles sont les aptitudes d'un bon chirurgien orthopédique et traumatologique? Merci. Je suis très content de la fille de 3e qui veut déjà faire l'orthopédie. Première qui veut faire l'orthopédie. Et la chirurgie orthopédique, bon, d'abord pour lui dire que ça se fait. Il y a déjà un DS. Au Burkina. En quatrième année, déjà. Par la volonté de nos autorités politiques et universitaires. Et donc, pour être, il n'y a pas de... Les aptitudes, parce que la personne, elle sent que c'est physique. C'est pas le physique, c'est la volonté. Et ça paraît dur parce qu'on n'a pas le matériel. Quand on a le matériel, on n'a pas besoin d'exercer de la force. On a parlé tantôt de table orthopédique. Si s'il y a une fracture, il y a un déplacement, vous avez la table orthopédique pour aligner, pour réduire la fracture. Donc, il suffit de mettre le pied et vous... Donc, une femme peut faire. Et pour l'exemple, on a une qui est en 5e année à Lomé, qui va bientôt sortir. Et la promotion actuelle, il y a 2 femmes. Donc, elle sera la bienvenue. Et le parcours universitaire, c'est quoi? Le parcours universitaire, il va avoir son bac. Un bac D ou C. Un bac scientifique. Scientifique avec une bonne moyenne. Faire les 7 ans, 8 ans de médecine générale. Et à partir de là, vous allez passer un test pour faire le stéréo de traumato. Et ça dure 5 ans. Voilà. Donc, bon, ok. Il faut lui faire savoir qu'il y a eu depuis très longtemps des orthopédistes femmes au Sénégal. Dans le monde, pas au Sénégal, même en Afrique. Dans le monde, il y en a plein, aux États-Unis, etc. Mais la première que moi j'ai connue, c'est le docteur Aram Fall de la Côte d'Ivoire. C'est une des premières qui est en même temps en France. Au Sénégal, on a une qui est professeure et qui est là à ce moment à Boubou-Djilasso, qui a fait toute l'orthopédie avec nous, maintenant qui est spécialisée sur le membre supérieur, la chirurgie plastique des lambeaux et la chirurgie de la main. Puis, dans le courant de ce DS au Sénégal, on a eu à former plusieurs femmes qui travaillent et qui sont chirurgiens orthopédistes. En ce moment, dans le DS de Dakar, entre l'année du tronc commun et l'année de 5e année de mémoire, on a 62 étudiants dans le DS. Et dans ces 62, on a 5 à 6 qui sont des femmes et qui font le même travail que les garçons, etc. Ce n'est pas un problème de force. Moi, quand je commençais l'orthopédie, je faisais 56 kilos. Donc, j'étais très, très, très léger. Mais ce sont des tactiques, ce sont des manœuvres qui vous permettent de réussir les différentes activités que vous voulez faire. Merci pour ces conseils. J'espère que mademoiselle Yasmine Nebié sera un grand médecin, un grand orthopédiste, traumatologue. Avec plaisir, dans la famille orthopédiste. Professeur Dakouré, il y a ce téléspectateur qui a été victime d'un accident en 2005. Il a eu une fracture au niveau du bassin. Donc, il a été soigné. Il souffre de douleurs au niveau de la cicatrice chaque soir. Donc, son inquiétude, est-ce qu'avec l'âge, ça va se compliquer? Est-ce que la prise en charge de ces douleurs peut se faire sans problème? Est-ce qu'il y a des possibilités de prise en charge, la gratuité, tout ce qui est là? Bon. Surtout que la personne, c'est un retraité. Surtout c'est un retraité, il est un retraité. Voilà. Pour ce qui est des fractures en général, et particulièrement des fractures du bassin, il y a des complications qui leur sont propres. Même quand la prise en charge est précoce et faite dans les règles de l'art, il y a ce que l'accident a provoqué et qui est irréversible. Il y a des choses qui peuvent se rattraper, et il y a des choses qui ne pourront jamais se reconstituer. Et ça peut rentrer dans des séquelles attendues du traumatisme, c'est-à-dire que même après avoir opéré le malade, on sait que malheureusement, cela va arriver.
Et théoriquement, on devrait pouvoir le lui expliquer. Et donc, j'invite, par exemple, j'invite ce téléspectateur-là à rentrer en contact avec son médecin traitant qui pourra exactement lui dire pourquoi il a cette douleur, s'il s'agit de séquelles ou de complications. Et en ce moment, on pourra lui proposer un traitement adapté. D'accord. OK. À cette question relative à l'ouverture du service de traumatologie du CHU Bogodogo, donc je pense que vous avez dit que ce sera dans les plus brefs délais. C'est des souhaits, c'est pas que c'est des affirmations, parce que il faut dire qu'en fait... Mais est-ce que ça va être une solution définitive au problème de Yalgado? Ça va contribuer à résoudre le problème de Yalgado, parce que le ministère actuellement, en fait, a créé un service qui pourrait répartir les blessés dans la ville de Ouagadougou. Et ce service n'est pas actif. Donc nous allons collaborer avec nos collègues de Bogodogo pour qu'ils puissent ouvrir et rapidement. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire ce mois-là. D'accord. Mais il y a l'administration il y a l'administration aussi qui a son mot à dire. D'accord. Il y a M. Narabila qui est à Kaya, qui a appelé, qui se dit frustré parce qu'il est venu comme patient à Yalgado. Donc, 15 jours après de paralysie, il n'y a pas eu de prise en charge. Après, on les a mis dehors pour désinfecter les locaux. On les a libérés et on a pris son contact. Il n'y a toujours pas eu de suite. Donc, il se sent frustré. Il invite les spécialistes à avoir plus d'égards pour les patients. Oui, c'est vrai que certains déficits de communication, comme nous l'avons dit, les urgences traumato prennent en charge aussi bien la traumatologie que les cas de neurochirurgie. Là, avec la particularité de Bobo, nous, au niveau de Yalgado, nous prenions ces cas-là en charge quand nous étions avec notre maître, mais nous n'avons pas de matériel pour les prendre en charge. Donc, c'est le service de neurochirurgie qui les prend en charge. Et en principe, quand on l'a sorti, on devait lui donner un rendez-vous avec un chirurgien. Parce qu'il dit qu'on a pris son numéro, on a promis d'appeler, il était obligé d'aller vers un rebooteur, ça n'a pas été appelé. C'est un déficit de communication. On devait lui dire, il devait venir dans quel délai pour voir tel chirurgien. Ça n'a pas été fait, bon, c'est dommage. Et bon, il a guéri. Peut-être que sa paralysie n'était pas complète et il a guéri parce que le rebooté a dû manipuler pour que ça... Okay. Bon, heureusement qu'il marche maintenant. Professeur Dakouré, la Société savante d'orthopédie traumatologie tient en ce moment ses journées, ses travaux au Burkina, plus précisément à Bobo-Dioulasso. Parlez-nous un peu de cette rencontre. Alors, cette rencontre est une rencontre internationale africaine des chirurgiens orthopédistes. On peut dire que la majeure partie des chirurgiens orthopédistes et traumatologues africains se retrouvent actuellement à Bobo-Dioulasso pour parler des problèmes liés à la prise en charge des malades qui nous sont confiés. La Société africaine d'orthopédie traumatologie est présidée par le professeur Hans Moïvi du Bénin. Le Burkina Faso, à travers ma personne, assure la vice-présidence. Et ce congrès est un congrès conjoint. C'est-à-dire que la Société africaine organise son congrès en même temps que le congrès de la Société burkinabé de chirurgie orthopédique, dont le président est le professeur Da, qui est présent là. Donc ce congrès rassemble plus d'une vingtaine de pays à travers leurs chirurgiens orthopédistes. Voilà. Les principaux thèmes, ce sont la prise en charge des accidentés, avec la particularité cette année, c'est la réponse médicale des chirurgiens orthopédistes face aux blessés victimes d'attentats terroristes. Vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement dramatique que nous vivons présentement et des débats sont en cours au sein de cette communauté scientifique-là pour proposer des solutions de prise en charge adaptées à nos pratiques, à notre contexte. Il y a également les infections. En plus de ça, quels sont les faits marquants? Alors, les faits marquants, c'est d'abord de dire que c'est déjà à Bobo-Dioulasso, c'est un effort que les nationaux ont fait de permettre de délocaliser un congrès scientifique médical. Ce n'est pas toujours le cas. On a l'avantage également d'accueillir plus d'une vingtaine, à peu près 25 pays du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale.
Donc pour vous dire que c'est un congrès très riche, il y a plus de 200 participants, donc non nationaux et nationaux qui participent à ce congrès-là. Et en matière de perspectives pour l'avenir, professeur Da, cette rencontre. Les perspectives pour l'avenir, pour la SAFO, c'est d'abord pouvoir intégrer nos collègues anglophones. Parce que SAFO, c'est les orthopédistes français et anglo-saxons. Actuellement, il y a un seul qui est là. C'est peut-être pour qu'ils les intègrent. Les perspectives, c'est peut-être développer la société à travers les sociétés nationales et à travers les DS qu'on crée, puisque c'est à partir des DS qu'on va former des spécialistes pour venir grossir cette société. Et c'est aussi permettre d'équiper les hôpitaux, hein, d'avoir des équipements vraiment qui soient à la hauteur. Parce que contrairement à ce qui se passe au nord et au Sénégal, chez nous, les équipements, c'est les moins 10 ans. On vous prend un appareil et le lendemain, quelques mois après, c'est gâté. Or, ça coûte cher. Il faut prendre, parce que ce n'est pas de bon matériel qu'on achète. Voilà, il faut acheter de bons matériels pour qu'il y ait une vie, enfin une durée de vie longue pour pouvoir permettre de prendre en charge les patients et de former nos étudiants. Voilà. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Ceci est bien plus qu'une simple pluie. Ceci est un cadeau de la nature. Un bien précieux, indispensable à la vie. C'est ici, au cœur de notre terre, que jaillit la vie. Yilma est une eau pure, pleine des qualités nutritionnelles dont le corps a besoin. Les bienfaits de la nature sont entre vos mains. Yilma.